Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cours de la traumatologie qui va s'intéresser aux fractures des deux os de l'avant-bras. Bien sûr, bienvenue à la CETIX Academy. Donc, comme petite introduction à ce cours, l'avant-bras, les deux os de l'avant-bras, c'est une région anatomique qui siège 2 centimètres au-dessous de la tubérosité bicipitale, c'est l'insertion du biceps au niveau du radius, et 4 centimètres au-dessus de l'interligne radiocarpienne. Ça veut dire l'interligne entre les deux processus styloïdes, styloïde radial, styloïde ulnaire. 4 centimètres et 2 centimètres en aval, en aval de la tubérosité bicipitale. Voilà. Donc c'est ça la région dont on va s'intéresser aujourd'hui et maintenant. Donc ce sont les atteintes diaphysaires, méchi-épiphysaires, méchi-métaphysaires. Donc, on peut avoir une fracture des deux os, une fracture d'un seul os, ou bien une fracture associée à quelque chose. Bien sûr, la particularité des deux os de l'avant-bras, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une membrane interosseuse. Cette membrane interosseuse, elle aussi, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en général, lors d'une exploration radiographique, la radiographie standard, on ne peut pas voir une anomalie au niveau de cette région. Du moins, ce n'est pas facile de la voir. Kénine des signes indirects d'une rupture de la membrane interosseuse. Mais c'est quoi le problème? C'est que si nous avons une lésion de la membrane interosseuse qui a été négligée, on aura une raideur par la suite. Parce que pour avoir une fonction parfaite de l'avant-bras, notamment la pronosupination et la flexion-extension, on a besoin de restituer l'intégrité de l'anatomie normale. Donc, si nous avons une lésion de la membrane interosseuse, on aura une limitation de cette fonction. Et donc là, il faut faire très attention. Lorsqu'on se présente devant une fracture de l'avant-bras, il faut explorer toutes ces structures. Donc l'avant-bras, comme l'a dit, c'est le support de la pronosupination et qui est très fréquemment atteint, soit par un mécanisme direct, mais surtout indirect. Chez l'enfant, on peut se permettre un traitement orthopédique parce que l'os, il est encore en croissance, il a une capacité de remodelage, etc. Par contre, chez l'adulte, le traitement, il est chirurgical. Donc, un petit rappel sur l'anatomie. L'ulna et le radius sont deux os qui siègent au niveau de l'avant-bras, qui se situe après l'humérus. L'ulna, elle s'articule avec l'humérus par l'olecrane. L'olecrane est constitué par différentes surfaces articulaires à ce niveau-là. Ensuite, nous avons une tête radiale qui s'articule avec l'ulna, la tête radiale, grâce à un ligament annulaire. C'est très important à savoir. Donc, هادو كاملين, ce sont les moyens de stabilité de l'articulation du coude, d'un point de vue distal. Donc radius en dehors, l'ulna en dedans, délimite entre eux un espace interosseux. En position de pronation, cet espace, il s'efface. Pourquoi? Parce que les deux os, ils sont croisés en pronation. Par contre, en supination, il y a donc le vide binacho. Il forme un quadrilatère, un carré, et à l'intérieur, il y a l'espace interosseux. Et donc, les articulations radio-ulnaires, il y a deux articulations radio-ulnaires, proximales et distales. Donc, proximale, comme on a dit, la tête radiale avec le ligament annulaire. Ensuite, on la partie distale entre les deux os. Voilà. Mohamed Bajbouchel? Là, l'humérus. L'humérus. Voilà. Le radius. Ensuite, on distingue que ces os, ils ont des courbures très importantes à reconnaître, parce que les courbures, ce sont elles qui permettent la fonction de pronation et supination d'une manière correcte. Parce que comme les os courbés, ils ne pourraient pas s'entrecroiser. Voilà. Donc sur le plan frontal, donc il y a une courbure pronatrice inférieure, donc il y a indispensable à l'enroulement du radius sur le cubitus. On a la courbure supérieure qui est supinatrice. La courbure supinatrice supérieure. Voilà. Ensuite,
Il y a des loges musculaires très importants au niveau de l'avant-bras. Au total, nous avons 20 muscles délimités en trois loges, la loge antérieure, latérale et postérieure. Donc, elles entourent le squelette antébrachial et qui contiennent les vaisseaux et les nerfs. Très important. Pourquoi ces notions sont très importantes? Parce que, comme on a dit, lorsque nous avons une fracture à ce niveau-là, il est très important d'explorer les différents constituants vasculo-nerveux et donc pour déceler les atteintes de ces dernières. Parce que si nous avons une ischémie artérielle, ça modifie le pronostic et la prise en charge que s'il n'y en avait pas. Voilà. Donc la pronation, elle est possible grâce à deux muscles, notamment le rond et le carré pronateur. Par contre, la supination, elle est possible grâce au cours supinateur et au biceps brachial, un fragment du biceps. Voilà. Donc les amplitudes des mouvements de l'avant-bras. L'avant-bras, il permet surtout la pronation et la supination. Donc la pronation à 90 degrés, la supination à 85 degrés. Mais attention, elle doit être explorée. Elle doit être explorée dans un coude bloqué parce que sinon on peut avoir la sommation avec l'articulation de l'épaule. Avec l'articulation de l'épaule. Donnez-moi un instant qu'on continue. Ensuite, il y a différents mouvements du coude, la flexion-extension. Le poignet, il permet la flexion et l'extension, mais aussi une inclinaison ulnaire qui est plus importante. Pourquoi l'inclinaison ulnaire plus importante? Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un point de vue anatomique? L'inclinaison ulnaire est plus importante parce qu'au niveau de l'articulation du poignet, les os du carpe s'articulent d'une manière directe avec le radius, rappelez-vous. Par contre, elle est indirecte avec l'ulna. Et l'ulna, il est plus bas situé à travers le ligament triangulaire. Voilà, juste pour vous rappeler. Donc, la condition, comme on a dit, de la pronosupination, elle a besoin de l'intégrité de tout ce système pronosupinateur. Et donc, le système, il a besoin d'une longueur exacte des deux os de l'avant-bras, une intégrité des articulations supérieures et inférieures radiocubitales, une membrane interosseuse intacte et un respect des courbures du radius. Et donc, ceci va conditionner la prise en charge chirurgicale. Ça veut dire que lorsqu'on va faire une chirurgie pour fixer l'os, il doit être correct sur tous les plans. Voilà. Donc, les étiologies, il y en a plusieurs. Donc, les étiologies à faible énergie, chute de sa hauteur, accident de sport, ou bien traumatisme à haute énergie, polytraumatisme, AVP, chute d'un lieu élevé, coup de bâton direct, etc. Donc, on peut avoir soit une ouverture cutanée, une fracture complexe, des lésions vasculo-nerveuses associées. La complication aussi, lorsqu'on a une ouverture cutanée, c'est l'ostéite. Et le pronostic, il est réservé dans ce cas. Le mécanisme indirect, il est le plus fréquent. Et en général, il n'y a pas d'ouverture cutanée. Et donc, le pronostic, il est meilleur. Et donc, lorsqu'on a un examen clinique, premièrement, c'est voir la stabilité du patient, toujours. Est-ce qu'il est stable ou non? Rappelez-vous, devant un polytraumatisé, devant un traumatisme en général, on suspecte ou là on suppose qu'il est un polytraumatisé. Et on cherche d'abord l'état général. Donc l'état général, est-ce qu'il est stable? Si il est stable, on procède à l'examen local. Finkeln, le traumatisme. Donc l'interrogatoire, les circonstances du traumatisme, notion du traumatisme, les signes fonctionnels, on va essayer de voir s'il y a une douleur, une impotence fonctionnelle, etc. Ensuite, à l'inspection, voir l'état de la main, de l'avant-bras. L'avant-bras, comment il est? Est-ce qu'il y a une déformation? Est-ce qu'il y a une attitude de traumatisé? Est-ce qu'il y a un œdème? Parce que l'œdème, s'il est très important aussi, il peut prédisposer à faire une complication. On va le voir par la suite. L'ouverture cutanée, il faut la typer par la classification de Cauchois du Parc. Cauchois du Parc, rappelez-vous, type 1, type 2, type 3. Très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction des types, ça indique d'abord la sérovaccination, le sérum antitétanique, l'antibiothérapie, mais aussi ça indique une greffe cutanée. Parce que si nous sommes dans le type 3, la suture est impossible. Et donc si on s'amuse à suturer, elle va être sous tension extrême. Ou bien la suture va lâcher, c'est impossible. On va déchirer la peau. Et donc là, ça indique la greffe cutanée. Voilà.
À la palpation, on va voir les vaisseaux et les nerfs, donc les éléments vasculo-nerveux. Donc les vaisseaux, s'il y a le pouls radial, le pouls cubital, la chaleur de la main, si la main elle est froide, etc. Alignement aussi de l'avant-bras et attelle provisoire pour essayer un déplacement secondaire qui peut induire une lésion vasculo-nerveuse. Si nous avons une ischémie, c'est la tétrade de Griffith, rappelez-vous, les 4 P, la douleur, la pâleur, l'absence de pouls et la paralysie, la tétrade de Griffith. Les nerfs, on va chercher les fonctions motrices seulement à l'aide du pouce, rappelez-vous, le pouce par l'adduction, l'abduction, l'éloignement, c'est le nerf radial, l'opposition, c'est le nerf médian, l'adduction, c'est le rapprochement du pouce, c'est le nerf ulnaire. Ensuite, le nerf sensitif, ça impose de reconnaître les territoires électifs de la sensibilité. Et donc, la face dorsale du pouce, c'est le nerf radial. La pulpe du deuxième doigt de l'index, c'est le nerf médian. La pulpe du dernier doigt, l'auriculaire, c'est le cubital. Voilà. Donc, l'exploration vasculo-nerveuse. Donc, les nerfs radial, ulnaire, médian. Donc, palpation. Ensuite, bien sûr, si nous avons un mécanisme indirect, il faut aussi un examen loco-régional. Ça veut dire du poignet. Elle peut être associée à une fracture des os du carpe, du poignet, etc. Un examen du coude, de l'épaule, elle peut être associée à une luxation, etc. Voilà. On passe ensuite aux radiographies. Donc, l'examen de première intention, c'est la radiographie standard face et profil, qui peut mettre en évidence les fractures, les luxations, etc. Donc, bien sûr, il faut toujours prendre les articulations sus et sous-jacentes, car elles permettent premièrement de voir s'il y a une angulation. Ensuite, elle permet aussi de nous donner un repère. S'il y a un déplacement, c'est par rapport à la région proximale. Voilà, face et profil. Et donc, il faut déterminer le siège des lésions, si le tiers proximal, moyen et distal. Bien sûr, nous ne sommes pas dans les lésions épiphysaires ou bien métaphysaires, parce que comme on l'a dit, on va voir les deux os de l'avant-bras, la partie diaphysaire. Le type de trait, est-ce qu'il est simple, transversal, oblique, sphéroïde, etc. Est-ce qu'il est complexe? Ça veut dire qu'on a plusieurs fragments osseux, au moins deux fragments osseux. S'il y a un déplacement associé dans les trois plans, angulation, chevauchement, etc. Et s'il y a une luxation associée. Donc ça aussi, c'est la raison pourquoi il faut prendre les articulations sus et sous-jacentes. Donc radio-ulnaire proximal et radio-ulnaire distal. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'associations, notamment de fractures, qu'on va le voir par la suite. Donc il existe une classification, bon, le déplacement en fonction du siège, sous l'action du jeu musculaire, et là c'est une notion très importante, on va voir que lorsqu'on a une fracture, la partie proximale, elle va être, elle va être non seulement attirée vers le haut, elle va être aussi rotée, rotée en supination. Alors que le fragment distal, il va devenir en pronation. C'est les jeux musculaires, les muscles. Normalement, les deux os qui حافظوا على la position ديالهم على ديال un équilibre ديال هاد les muscles. Mais lorsqu'on a une fracture, le fragment proximal غيجروه les muscles supinateurs, le fragment distal غيجروه les muscles pronateurs. C'est bon? Voilà. Donc, le fragment proximal, il va subir une supination. Fragment distal, il va être roté en pronation. Het les muscles. تماك. Voilà. Ensuite, il y a la classification de Lao qui permet de classifier les différentes lésions et elle indique aussi les différents types de traitements chirurgicaux, l'ostéosynthèse. Donc, association pour l'ostéosynthèse. A, c'est le très simple. B, fracture à coin. C, c'est fracture complexe, communitive ou bifocale. Voilà, classification de Lao et le type, qui est 1, 2 et 3. Très simple. Et voilà. Bon, 1, 2 et 3. Chez l'enfant, qui a la particularité, chez l'enfant, on a le périoste très important. Le périoste plus important que chez l'adulte, c'est ce qui permet une régénération rapide de l'os.
et ainsi qu'une capacité de remodelage. Rappelez-vous, l'enfant a de la capacité de croissance de l'os, même la métaphyse, le cartilage de conjugaison, mais aussi périostée. Et donc, un périostée très, 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 très riche. Et donc, ça permet une nutrition et une synthèse et un remodelage de l'os. C'est pour cette raison que, comme on l'a dit, chez l'enfant, on peut se permettre de donner un traitement orthopédique. Traitement orthopédique et les pseudarthroses sont rares chez les enfants par rapport à l'adulte. Voilà. Ensuite, nous allons voir les associations des différentes lésions. Donc, une lésion, la fracture de Monteggia. C'est quoi une fracture de Monteggia? C'est une fracture de l'ulna associée à une luxation de la tête humérale. Regardez ici. La radiographie, elle montre une désaxation de l'articulation radiale. Donc, la tête radiale, elle n'est plus l'articulation du coude. Voilà, donc c'est ça, Monteggia. Donc, l'axe du radius doit passer par le condyle huméral. Nam Mohamed? Euh, بص، دابا هذيك اللي لتحت الاكستريميتي انفيريور دو مازال ما غنشوفوهاش في هاد الكور. مازال ما غنشوفوهاش. حنا غنشوفو غير اللي كيقيسو لو كود associé à une fracture des deux os de l'avant-bras. ما غنشوفوش du poignet, de l'articulation du poignet. Voilà. Donc là, à la clinique, on aura un blocage de la pronosupination. Je pense à باينة. حيت le radius, il ne peut pas rouler على l'ulna. راه ما بقاش في l'articulation. Donc ici, il ne peut pas rouler, là c'est fini. Il n'y a pas de pronosupination. Ensuite, nous avons la fracture de Galeazzi. C'est une fracture du radius avec une luxation de l'ulna. Ah, d'accord. Donc, luxation de l'ulna. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que comment voir la luxation de l'ulna? C'est à l'aide de la ligne bistyloïdienne. La ligne bistyloïdienne, normalement, elle doit avoir ouais, de la particularité. Elle est orientée vers le dehors et vers le haut. Vers le haut et vers le dehors. C'est-à-dire la ligne bistyloïdienne. Mais s'il y a une horizontalisation ou des anomalie, on va le voir, ça à la radiographie, on peut se dire est-ce qu'il n'y a pas une luxation associée. Donc essayez donc voilà, luxation de la tête cubitale au niveau du poignet. Et voilà. Donc là, un blocage de la pronosupination, mais avec au niveau du poignet, un os qui est saillant. Donc l'ulna, il va être comme une touche de piano. Au niveau de l'épaule. Lorsqu'on a une fracture de la clavicule كتبقى تكون واحد التوش دو بيان ça veut dire كتورك على لوس كيهبط لتحت وكيعاود يطلع. C'est la même chose au niveau du poignet. Voilà. Mhm. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Voilà. Donc comme on a dit, surtout, il faut se rappeler sur la ligne dystyloïdienne, c'est un très bon repère pour dépister s'il n'y a pas de déplacement ou là d'anomalie, une luxation. Voilà. Les fractures complexes, donc on a les fractures complexes, c'est les fractures associées ou bien des fractures graves. Donc les accidents graves, ouverture cutanée, et donc il y a le risque d'infection qui est majeur, surtout s'il y a une mise à nu de l'os, un risque ischémique et des troubles fonctionnels par la suite. Donc il est impératif de rétablir dès que possible la continuité vasculaire pour éviter l'ischémie, une couverture cutanée pour protéger contre l'infection et une stabilisation du squelette. Voilà. Voici quelques images. L'évolution. En général, les os de l'avant-bras, ils ont une évolution favorable parce qu'ils sont bien vascularisés, ils ont un périoste assez important par rapport aux membres inférieurs. Excusez-moi. Voilà. Donc, dès le troisième mois, on a l'apparition du cal osseux, donc l'os diaphysaire. Donc, il prend 3 mois pour consolider et disparition du trait de fracture. Et il y a une récupération des amplitudes articulaires. Ce n'est pas comme les fractures du coude, on va le voir. Les fractures du coude, elles consolident rarement. Allahu Akbar. Excusez-moi. Voilà. Donc les complications précoces, c'est surtout vasculo-nerveuses. Vasculo-nerveuses, donc l'ischémie, l'atteinte nerveuse, cutanée, donc la nécrose cutanée, mais aussi le syndrome de Loge.
bien le syndrome compartimental. Notamment, on peut avoir le syndrome de Volkmann. Donc, le syndrome de Loge, c'est la forme aiguë. Le syndrome de Volkmann, c'est l'atteinte chronique. L'atteinte chronique ou qui devient irréversible. Voilà. Ensuite, nous avons les atteintes, les complications secondaires, donc soit retard de consolidation, la pseudo-arthrose, le cal vicieux, c'est une consolidation dans une position non anatomique, une ostéite, synostose. Synostose, c'est quoi? Ce sont des ponts osseux. Synostose, c'est une complication particulière des fractures au niveau des régions où il y a des membranes interosseuses. Normalement, la membrane interosseuse, elle est seulement fibreuse. C'est une membrane fibreuse. Mais après une fracture, elle peut se calcifier et devenir solide. Et donc, on peut avoir des ponts osseux entre le radius et l'ulna. Et ça aussi, ça peut être une cause d'un blocage de la pronosupination. Voilà. Donc, syndrome de Volkmann. Donc, œdème de l'avant-bras peut donner une douleur à l'extension passive des doigts. Et donc, lorsque la loge, elle devient la pression est très importante, elle dépasse 40 mm de mercure, il faut faire une aponevrotomie. Pourquoi? Pour libérer la loge. Voilà. Parce que l'œdème, après la fracture, etc., il peut devenir tellement compressif donc ça peut ischémier les membres, les muscles, les vaisseaux, les nerfs, etc. Et donc les facteurs favorisants, c'est la fermeture des aponevroses, le plâtre circulaire, les fractures complexes, etc. Et donc ceci impose une surveillance continue en post-traumatique pour dépister ce syndrome de Volkmann chez les patients traumatisés. Voilà. La synostose, ce sont des ponts euh, calcifiés entre les deux os. Et donc, voilà, les facteurs favorisants, ce sont les fractures des deux os au même niveau, des lésions au niveau de la membrane interosseuse, un traumatisme sévère, un traumatisme crânien, ou bien des chirurgies délabrantes. Ça veut dire des vis qui sont trop longs, et donc les vis liquides trouvent la membrane interosseuse et commencent à la léser. Des mèches longues, ou bien une agression de la membrane. Et donc ceci va faire que d'une manière réactionnelle, elle va commencer à se calcifier. Et donc pour le traiter, il faut enlever le pont osseux. Et donc il faut le casser et l'enlever. Donc excision du pont osseux. Mais attention, il y a le risque de récidive. Et donc un petit mot sur les traitements. Les traitements, c'est de restituer l'anatomie normale avant tout. Parce que comme on a dit, pour récupérer la fonction de l'avant-bras, elle impose une anatomie parfaite. Et donc il faut restituer les courbures du radius, l'intégrité de la membrane interosseuse, les deux os, etc. Et donc, pour être capable de faire cela, on a besoin d'une ostéosynthèse solide des deux os de l'avant-bras et une rééducation précoce, dès que possible, pour éviter la raideur. Donc, les moyens, comme on a dit, il y a le moyen orthopédique. Le moyen orthopédique, c'est, voilà, d'abord, c'est la réduction sous anesthésie, donc réduire les fractures, les remettre en position, avec bien sûr des médicaments, donc les antalgiques, euh, ensuite une attelle ou bien un plâtre brachio-antébrachiopalmaire pour essayer de fixer, donc réduction, fixation. Donc voilà. Ensuite, une radiographie de contrôle pour voir s'il n'y a pas de déplacement secondaire. Donc ça, c'est après réduction. Voilà. Ensuite, surveillance du plâtre, comme on a dit, pour essayer de dépister euh, le syndrome de Volkmann. Le traitement chirurgical, c'est l'ostéosynthèse. Il y a plusieurs moyens, notamment par des plaques vissées. Donc, réduction du vis. Le vis, il ne doit pas être trop long, comme on a dit, pour essayer de ne pas atteindre la membrane interosseuse. Voilà. Il y a aussi la capacité de faire un brochage centromédulaire. Le brochage, il est à foyer fermé. Donc, voilà, lorsque la fracture, elle est minime ou là, elle n'est pas très grave, on peut se permettre de faire un traitement à foyer fermé. Parce que le traitement à foyer fermé, il présente des avantages par rapport au foyer ouvert. Voilà. On peut faire aussi un fixateur externe. Le fixateur externe est surtout réservé aux fractures ouvertes dont le risque infectieux est très important. Voilà. Donc les indications, comme on a dit chez l'enfant, on peut se permettre de donner un traitement orthopédique, alors que chez l'adulte, c'est toujours un traitement chirurgical. Toujours un traitement chirurgical. Voilà. Sinon, si nous avons les fractures ouvertes complexes,
On peut faire le fixateur externe avec un parage, sérovaccination antitétanique, antibiothérapie, etc. Voilà. Les fractures de l'enfant, bien sûr, il faut se rappeler que chez l'enfant, il y a un os qui n'est pas encore mature, qui est encore déformable. Il y a aussi le cartilage de croissance. Et donc le traitement il peut être orthopédique ou bien par brochage centromédulaire. L'évolution, avec le temps, le modelage du cal par la croissance peut corriger certains cals vicieux. Et donc c'est pour cela, comme on a dit, l'enfant ce n'est pas comme l'adulte. Cette capacité de croissance, elle permet de corriger différentes anomalies. Chez l'adulte, comme on a dit, c'est le traitement chirurgical, parce qu'elle impose une restitution anatomique parfaite. Donc, pour être capable de rétablir la fonction de l'avant-bras. Voilà. Donc, en guise de conclusion, les fractures de l'avant-bras sont des fractures, comme on l'a dit, c'est surtout, et c'est épiphysaire, ça s'appelle l'étude d'aujourd'hui, et qui impose une exploration complète de cette région. Une exploration complète parce que, comme on a dit, la fonction de l'avant-bras, elle dépend d'une intégrité de toutes les structures à ce niveau-là. Cette région est surtout très riche, ou en loge, et c'est pour cela il faut être capable de dépister très rapidement le syndrome compartimental ou bien le syndrome de loge chez ces patients. Parce que, comme on l'a dit, un syndrome de loge qui est négligé, il peut évoluer vers une complication irréversible et qui peut modifier le pronostic fonctionnel. Voilà. Et donc le traitement, comme on a dit, il y a deux grands moyens, c'est surtout la chirurgie et l'orthopédie, elle reste réservée aux fractures chez l'enfant. Voilà. Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire, et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage!